parler avec n'importe quel vigneron du monde, en fait, ils font quand même globalement le même métier que nous, quoi. Qu'il y a pas de, enfin, il n'y a pas de raison de, parce qu'on est français, de se mettre sur un piédestal par rapport à n'importe quel autre vigneron du monde, quoi. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Alerte pépite. Au printemps 2025, je me suis rendu dans la banlieue de Lyon. C'est là que se trouve le domaine de la Petite Galée, en appellation Coteaux du Lyonnais. Un domaine à la notoriété encore modeste, mais qui devrait bientôt crever l'écran, et ce, pour plusieurs raisons. Pour commencer, les vins sont délicieux, avec le gamay en fer de lance et un travail très intéressant sur l'aligoté et la syrah. Ensuite, on reste dans des tarifs accessibles, avec des vins en dessous de 20 €. Enfin et surtout, grâce à Pierre Thollet. Pierre est revenu au domaine il y a peu avec des diplômes, de riches expériences en France et à l'étranger, des idées claires et la tête sur les épaules. Soit des ingrédients indispensables pour mener un domaine très haut. Alors, en route pour Miry, à la découverte de la Petite Galée et des Coteaux du Lyonnais. Bonjour Pierre Thollet. Bonjour. Alors, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. On est à Miry ou Miry ? Miry, ouais. Miry, ouais. On est dans la banlieue lyonnaise. C'est la première fois qu'on met les pieds ici et ça va nous permettre de découvrir une nouvelle appellation, une nouvelle région du vin en France qui, si je m'en réfère à ce que j'ai goûté jusqu'à présent, a pas tout à fait la réputation qu'elle devrait avoir. Et on va essayer de revenir un petit peu sur ça. Ouais, si tant est qu'elle ait une réputation, en fait, c'est vrai que c'est une appellation, en tout cas au niveau national et international, qui a finalement assez peu de renommée. Les Coteaux du Lyonnais. Les Coteaux du Lyonnais, voilà, exactement. On parle des Coteaux du Lyonnais et je pense qu'on peut même dire l'ensemble des vins du territoire lyonnais qui ont finalement pas une très très grande réputation aussi parce que je pense qu'il y a une certaine concurrence aussi avec deux grosses appellations qui veulent être le vin de Lyon, même si le vrai vin de Lyon c'est nous. Et donc oui, voilà, c'est une appellation qui a grandi un petit peu dans l'ombre et qui n'a pas montré, en tout cas pour l'instant au niveau national et international, la qualité réelle des vins, quoi. D'ailleurs, c'est une appellation qui fait la part belle au gamay et au chardonnay, un peu comme vos cousins et à la ligotée. Voilà, et à la ligotée. En tout cas, le gamay et le chardonnay comme vos cousins du Jura. Et moi, j'ai découvert le domaine en goûtant une syrah. Ouais. Voilà, donc il y a un peu de tout sur le domaine, on va en parler, mais avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, pardon. Donc oui, je m'appelle donc Pierre Thollet. Je suis vigneron, donc avec mon papa et ma copine, mon grand-père aussi, donc sur le domaine de la Petite Galée, donc sur le village de Miry, donc dans la région la sous-région entre guillemets qu'on appelle le Sud Rhodanien, donc dans l'AOC Coteaux du Lyonnais. On n'est pas très loin de Vénissieux, par exemple, hein, on est dans la banlieue lyonnaise. Ouais, globalement ici on est en fait un peu au milieu du triangle entre Lyon, Vienne et Saint-Étienne. Et donc on est à 20 km de Vienne et on est à 15 km de Lyon. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'histoire du domaine, s'il te plaît ? C'est une longue histoire, tu parles de ton grand-père, ouais. Mais ça remonte un peu plus loin que ça même. Ouais, c'est ça. Alors, l'histoire du domaine, elle est assez à la fois intéressante et je pense assez classique. Nous, le domaine, en fait, donc là, on est... Les auditeurs peuvent pas le voir, mais en fait, on est à l'intérieur d'un clos qui fait 6 hectares et demi, qui s'appelle le clos de la Petite Galée. Qui est, je pense, peut-être qui fait partie des grands terroirs en fait de cette appellation. Et ça, c'est un terroir ma famille a eu la chance de récupérer à la fin de la guerre. En fait, mon arrière-grand-père, lui, était pas du tout originaire du village et cherchait à s'installer parce que justement, dernier d'une grande fratrie, etc., classique dans l'agriculture, quoi, pouvait pas reprendre les terres familiales qui étaient plus sur Saint-Martin-en-Haut, donc dans les monts du Lyonnais. Et donc il est arrivé ici donc en 1944 et il a eu accès donc à ce clos de la Petite Galée pour au départ créer son exploitation et faire vivre sa famille, quoi.
Et voilà, donc c'était récupérer ce clos de 6 hectares et demi qui était je pense un terroir magnifique, mais qui à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de mécanisation, est un terroir très compliqué à travailler parce que c'est des terroirs qui sont plutôt en coteaux avec des moraines glaciaires, donc des gros galets roulés, une grosse proportion de cailloux en plus ici. Donc à l'époque, à la main, c'était des terroirs qui étaient difficiles à travailler, qui restent difficiles à travailler, mais aujourd'hui on a des outils un peu plus simples. Et donc voilà, donc il est arrivé ici en 44, donc il avait 2 enfants. Mon grand-père est né après ici en 45. Et donc c'est une histoire de famille. Donc d'abord en locataire, hein, on a été locataire pendant très longtemps ici. Et donc on a travaillé donc ce lieu avec, je pense, beaucoup d'amour, même si on n'était pas propriétaire. Au départ en polyculture, hein, comme c'était beaucoup le cas dans le coin, avec une agriculture paysanne et un petit peu nourricière et de la vigne qui était là. Voilà. Après, mon grand-père a pris la suite, lui, très tôt, parce qu'à 14 ans, il a commencé à bosser sur le domaine. Et il est encore là. Et il est encore là, et toujours là, et heureusement pour nous, parce qu'autrement, il n'y aurait pas beaucoup d'étiquettes sur nos vins. Mais voilà. Et donc voilà, il a fait aussi une longue et belle carrière, et il a beaucoup innové. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui a mis en place très rapidement, justement, des choses comme voilà, réfléchir à la mécanisation, etc. Ce qui aujourd'hui paraît comme quelque chose où on a l'impression que c'est toujours mauvais, mais qui en fait est quelque chose d'hyper important, notamment dans la maîtrise des coûts de production. Et je pense que c'est même si on peut travailler sans, je pense qu'aujourd'hui dans un marché du vin où c'est important de pouvoir l'offrir au plus de monde possible, la mécanisation et avoir des terrains qui sont potentiellement mécanisables, c'est quand même un sacré outil. Donc voilà, c'était un peu cette génération-là. Donc en 91, après mon papa est arrivé avec une vision un petit peu différente du métier de vigneron. Lui, il avait fait des études un petit peu dans le vin, il avait des amis, notamment beaucoup d'amis plutôt dans la vallée du Rhône. Historiquement, l'appellation avait plutôt, on va dire, une tradition un peu plus sur le Beaujolais. Et donc aussi de vin à l'époque de consommation courante. Le marché ici était vraiment tourné autour des bassins industriels, donc de Saint-Étienne, de Givors, donc sur des consommations ultra courantes et dans des gros volumes. Et donc en 91, moi, mon papa, il a voulu un peu plus, je pense, assumer ce lieu qu'on a autour de la maison, là, c'est 6 hectares et demi, et donc faire du vin et surtout promouvoir une certaine notion de qualité dans le vin. Donc il est vraiment arrivé avec ces envies-là, et tout de suite, il a plutôt, je pense, fait des bons choix, notamment voilà, dans tout ce qu'il a planté. Il a commencé très tôt à travailler sur des massales, arrêter de travailler sur des clonales, réfléchir donc à son matériel végétal. Voilà. Et il a eu une opportunité qui, je pense, a changé un petit peu l'histoire du domaine et qui fait aussi peut-être que moi je suis là. C'est qu'en 2004, il a eu l'opportunité de racheter le domaine. Et donc on est devenu propriétaire de nos vignes en 2004. On a fait 60 ans de fermage et donc dans des conditions, quand on n'est pas propriétaire, un petit peu plus difficiles, où on n'avait pas le droit de faire de travaux, etc. Et donc là, ça a été un gros tournant. Ça a été le moment où économiquement, il a pu prendre des risques parce qu'on est propriétaire. Donc on est passé en bio à ce moment-là. On a arrêté tout ce qui pouvait être vrac, cubi, pour passer 100% sur de la bouteille. Et donc une vision, on va dire, un peu plus haut de gamme du vin, quoi. Et voilà, s'ensuit donc depuis 20 ans maintenant, parce que ça fait 20 ans, voilà, une grosse démarche de qualité avec voilà, la biodynamie au début des années 2010, etc. Donc voilà. Et donc c'est dans ce contexte que je reviens, que ma copine nous a rejoint aussi sur le domaine. Ma copine elle a une formation plus universitaire que moi, mais qui est vraiment spécialisée dans le vignoble. Et donc voilà, c'est dans ce contexte qu'on revient sur le domaine un petit peu pour continuer ça, quoi. T'as beaucoup parlé de viticulture là, Ouais. mais le raisin n'a pas toujours été la culture unique ici sur le domaine. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. En fait, le village de Miry a toujours produit beaucoup de vignes, mais était aussi un très très gros producteur de pêche. Malheureusement, aujourd'hui, dans le paysage, ça se voit plus beaucoup. Mais moi, quand j'étais petit, c'était voilà, toutes les plaines étaient couvertes de pêchers, de fleurs. Il y avait des fleurs roses de partout au printemps, quoi. Et donc nous, on faisait partie aussi de cette tradition de polyculture, surtout mon grand-père, hein, qui C'est voilà. ton père qui a changé ça. Et voilà, et moi, mon père, voilà, en 91, a décidé de passer 100% à la viticulture pour se concentrer justement pour essayer de monter en qualité. Bon, il y avait 2 raisons à ça. Bon, lui,
il avait vraiment envie de se concentrer dans le vin, et ma mère est instite, donc les vacances c'est important, et quand on a des pêches et du vin, on n'a pas de vacances. Oui, parce que les pêches c'est en plein été, quoi. Exactement. Ouais. Oui, c'est un choix raisonnable. C'est un choix, et je lui en remercie, parce que je pense que ça fait partie des choses aussi dans une enfance qui sont importantes, d'avoir des moments off du domaine pour apprécier le domaine plus tard. Alors si on regarde les acteurs successifs, hein, je veux dire arrière-grand-père, grand-père, ton père et toi, ce que je vois aussi, c'est que vous vous spécialisez un peu plus dans le vin et que le niveau d'études il augmente aussi à chaque génération. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta formation, s'il te plaît, avant d'arriver ici, et puis de où est-ce que tu as bourlingué? On peut faire un petit peu ça. Alors mon niveau d'études, alors il se spécialise, oui et non, parce que il s'est spécialisé. Enfin ça on en reparlera après, mais il y a aussi maintenant, je pense, une tendance quand on veut améliorer les qualités des vins à réfléchir aussi son écosystème, et donc à le recomplexifier. Et donc je pense être moins peut-être dans la production comme l'a été mon grand-père, mais remettre de la complexité dans les écosystèmes, remettre de la complexité dans les productions, toujours pour essayer aussi de le rendre plus autonome. Ça, c'est Attends, dommage, on fait une petite pause, ouais. Parce que là on a l'hélicoptère qui passe. Ça, c'était pas prévu. Non, ça arrive. C'est les joies de l'enregistrement en extérieur. Voilà, et c'est ce qui est beau. Ouais. Donc tu disais que là vous revenez aussi à une forme de complexification du domaine, ou en tout cas de ce que je comprends là-dedans, c'est d'augmentation de la diversité, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que, en tout cas aujourd'hui, c'est notre vision des choses, c'est que en fait, on s'est spécialisé. Maintenant, aujourd'hui, on maîtrise très bien notre viticulture et la biodynamie spécialisée on va dire sur la vigne. Mais aujourd'hui, pour réussir à augmenter encore notre qualité, la maîtrise d'un écosystème plus complexe, et notamment réussir à produire d'autres choses qui nous permettent d'avoir des ressentis un petit peu différents sur nos lieux, ça devient important, quoi. Et notamment l'idée de réussir à redevenir, ou en tout cas remettre en place une certaine forme d'autonomie paysanne sur le lieu, devient quelque chose d'assez important pour augmenter les qualités, quoi. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors on reviendra à ton parcours après, mais là, le sujet est très intéressant. Ouais. Donc, concrètement, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Après, là, on en est encore un petit peu au balbutiement, et on va dire la nouvelle génération est peut-être un peu plus dans la théorie, parce que moi, je suis beaucoup moins paysan que mon papa. Mon papa est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'instinct, qui a grandi vraiment dans un côté paysan. Moi, j'ai un côté un peu plus citadin dans mon approche, où en fait j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour comprendre la nature. Et donc on fait beaucoup plus de plans avec Lise sur ce qu'on veut faire. Mais globalement, évidemment, les premières choses qui ont été faites maintenant depuis 15 ans, ça a été de remettre un petit peu des arbres dans les alentours des parcelles. En 2017, on a essayé, c'était mes tout débuts sur le domaine, on a essayé de mettre des arbres dans les vignes. On en a encore. C'est pas toujours le plus évident en termes de travail, même si on trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà, l'idée, ça va être de mettre d'autres associations de culture, et après, surtout, l'idée derrière tout ça, c'est aussi d'avoir une vision un peu plus large on va dire, du macro-terroir, essayer de sortir quand on se spécialise dans la vigne, on a tendance à partir dans une notion de micro-terroir. Donc par exemple, sur ce clos de 6 hectares et demi, on a eu tendance à couper les terroirs, parce qu'en fait, il y a on va dire des compétences agronomiques différentes pour chaque terroir. Et aujourd'hui, ça va être de réussir à les remettre en lien, avoir une vision plus macro-terroir, et notamment réfléchir sur nos flux hydriques, comment les bloquer, comment réussir à réimplanter, comment en fait chaque terroir peut avoir un lien les uns avec les autres pour augmenter la qualité. Et puis derrière, un autre projet qui est justement de pouvoir remettre un petit peu des animaux, pas forcément dans les vignes, parce qu'aujourd'hui, moi je trouve que dans les vignes, il y a une tendance, les animaux ont quand même une tendance à sélectionner une partie d'une flore qui n'est pas toujours cohérente avec en lien avec la sécheresse. Mais par contre, dans les alentours, et notamment pour réussir à maîtriser un petit peu mieux ces fumures, etc. Et après, une volonté aussi derrière de redynamiser notre potager familial. Là, ça n'a pas du tout justement des vocations de vente, mais ça a plutôt des vocations à rendre le système un peu plus autonome en interne,
pour le rendre plus résilient et donc nous donner derrière plus de liberté en termes de choix techniques pour être plus précis, quoi. Parce que ça, au-delà des enjeux de la qualité, à quels autres enjeux tout ça répond? Il y en a plein des enjeux, mais on va dire que déjà moi un des enjeux, et ça c'est un peu particulier, mais avec Lise notre idée c'est d'essayer de devenir de plus en plus se mettre des horloges, quoi. C'est-à-dire que je pense que pour faire un vin qui intéresse les gens, en fait il faut pas être pressé par le temps. Il faut réussir à donner ce qu'on a envie de donner au moment où on veut le donner. Et donc l'autonomie, la résilience du système, elle est super importante pour ça, quoi. Voilà, c'est pas forcément qu'une notion de qualité, hein, c'est aussi une notion de façon de vivre, d'avoir une vie aussi un peu plus saine et ne pas avoir, comme on a pu l'avoir sur le domaine en 2022 quand j'ai dû partir justement à Paris faire un petit peu de sommellerie, ne pas avoir à faire des choix d'un point de vue économique, quoi. Alors revenons sur ton parcours, on va essayer de comprendre comment t'es arrivé à... comment je suis arrivé à Paris. Ça, là. Ouais. T'as fait quoi comme études? Donc moi, au départ, j'avais fait un bac général, quoi, classique. Derrière, j'avais fait un BTS Vitiono à Montpellier. J'ai fait une pause à ce moment-là parce que je pense que j'avais besoin de voir et de travailler avec plus de gens, de comprendre certaines philosophies. Je pense qu'à moi, en fait, ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est toujours de mettre en parallèle avec mon papa. Parce que mon papa à l'époque, dans le sens où on a eu vachement besoin de s'apprivoiser, dans le sens où moi, la raison pour laquelle je suis venu sur le vin, elle est très différente de la sienne. Et donc on a mis du temps à se comprendre sur pourquoi moi je voulais faire ce métier-là. Notamment, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, moi, mon papa, à 8 ans, il était sur le tracteur. Son passe-temps favori, c'était d'atteler une remorque et de faire le tour du clos quand il avait 10 ans. Moi, c'était pas ça, quoi. Moi, mon passe-temps, c'était être avec mes potes, faire du foot, aller faire du shopping avec ma maman en ville. Voilà, donc j'avais pas du tout un passe-temps de paysan comme lui a pu l'avoir. Et donc il a mis du temps en tout cas à comprendre pourquoi, entre guillemets, c'était moi qui revenais sur le domaine et pas mon petit frère qui était beaucoup plus, lui, pour le coup, à faire des bêtises avec le tracteur, etc. Moi à 16 ans, j'avais jamais conduit le tracteur de ma vie, quoi. Donc voilà. Et donc on a eu besoin de temps, et ces 2 ans de pause entre mes 2 études, on va en parler après de mes études d'après, mais ont été vachement importantes parce qu'il m'a vu dans un contexte professionnel et il a, je pense, à ce moment-là compris que moi, j'étais tombé amoureux de ce métier pour le discours. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais adoré dans ce métier, c'était le côté, je descendais à la cave parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent en direct ici. Je m'asseyais sur une chaise et j'écoutais mon père et mon grand-père raconter leur travail, quoi. Et ça, je trouvais ça hallucinant, quoi. Les gens qui écoutaient ça. Enfin, voilà, moi, mon père, à l'époque, quand on est passé en bio, on n'avait pas beaucoup de moyens parce qu'on venait de racheter ici. Il bossait 70 heures par semaine. Tu disais, punaise, c'est difficile. Et à la fin, t'allais à la cave, il racontait son boulot et t'avais les gens, ils avaient les yeux, ils brillaient, quoi. Et ça, je trouvais ça ouf. Ça, t'arrives, t'es là, t'es gamin et tu dis, oh, en fait, ce que fait mon père, c'est stylé, quoi. Genre, les gens, ils kiffent ce qu'il fait, quoi. Et moi, en fait, c'est toujours ça que je trouvais hallucinant. C'est ce rapport aux autres, en fait. C'est quand t'es vigneron, ce que tu donnes aux gens qui vont boire ton vin, c'est génial, quoi. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai eu la chance derrière, donc, moi, quand j'étais en BTS, de faire un stage chez quelqu'un qui, je pense, a vraiment ces notions-là. Chez qui? Donc, j'étais en Suisse chez Marie-Thérèse Chapa, qui, elle, pour le coup, m'a pris un peu sous son aile, parce que moi, pour le coup, j'avais 18 ans. Donc, j'étais vraiment même si j'avais l'impression d'être très mature, j'étais vraiment un gamin. Et elle, et puis surtout toute l'équipe, hein, qui était avec elle, hein, parce que ce domaine, c'est une philosophie qui est partagée par toute l'équipe. Je pense à notamment Julien d'Abrijon, qui maintenant s'est installé sur Vaison-la-Romaine. Ils m'ont pris un peu sous leur aile et ils m'ont aidé à comprendre aussi un peu cette certaine sensibilité pour les autres que j'avais. Et parce que voilà, c'est un domaine, enfin, pour ceux qui connaissent pas trop Marie-Thérèse Chapa, c'est quand même un domaine où elle, c'est un personnage qui donne énormément aux gens, quoi, énormément à ses clients, qui vit quasiment pour donner, quoi. Et là-dessus, je me suis vachement reconnu, et derrière, en fait, à partir de ce moment-là, quand mon père m'a vu dans ce contexte-là, on a commencé un peu justement à s'apprivoiser, à comprendre comment on travaillait. Et voilà, et c'est à ce moment-là aussi qu'on a mis en place
plein de choses on a mis beaucoup de choses en place pour essayer de se comprendre. Et c'est pour ça, je pense que c'est même pas une transition, c'est plutôt la continuité qu'on a en ce moment ensemble, elle se passe très bien. Parce que justement, à partir de ce moment-là, on s'est mis à déguster énormément de vins à l'aveugle ensemble, de discuter sur les vignerons qui les faisaient, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui nous touchait chez ces gens-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que mon papa, qui était dans sa tête plutôt un côté très paysan, de j'aimais faire du tracteur à 10 ans, avec tout le chemin qu'il a fait sur la qualité, avec tous ses clients qui l'ont suivi justement, en fait c'était devenu quelqu'un un peu comme ça aussi, qui faisait énormément de travaux dans l'idée de faire plaisir à ses clients, quoi. Et en fait c'est ça que j'avais ressenti, c'est ça que j'ai aimé dans ce métier-là et dans les vins qu'on faisait ici. Et en fait il a fallu que je parte ailleurs pour qu'on se rende compte que ce qu'on faisait c'était ça. Et voilà, c'était marrant. Bref. Est-ce que tu peux nous dire quel est le chemin de ton père? Comment est-ce qu'il est arrivé au bio et à la biodynamie alors qu'il en était assez loin au départ? Ouais, assez loin, oui. Après, je pense qu'il a toujours eu cette volonté de faire de la qualité. Et mine de rien, on se rend compte quand même que ceux qui voulaient faire de la qualité dans les années 90, à un moment donné, ils y sont arrivés. Nous, ce qui s'est passé, c'est 2003, premier essai en bio sur le domaine. 2003, millésime facile. Donc, il se rend compte que c'est possible de le faire. Trop bien. 2004, un peu plus compliqué. Mais voilà, donc 2003, il fait ses premiers essais. Ça se passe bien. Les gens sont plutôt réceptifs sur notre façon de faire, même si c'était très compliqué. Et voilà, après il rencontre plein de gens. Moi, mon père, il goûtait beaucoup de vins, il se rend compte que les vins qu'il aime, c'était ceux-là aussi. Une des rencontres déterminantes, c'est notamment avec le domaine Cluzel-Roch, qui est pas très loin d'ici, qui est sur Côte-Rôtie. Donc un domaine mythique de la Côte-Rôtie, qui d'ailleurs maintenant fait aussi du vin dans le coin. Fait aussi du vin Guillaume en Côte-du-Lyonnais, Cluzel, exactement. Qui a plusieurs cuvées en Coteaux-du-Lyonnais. Ouais, qui est un grand fer de lance de l'appellation Coteaux-du-Lyonnais, qui a été hyper important pour nous. Ça, on pourra y revenir peut-être un petit peu plus tard, mais enfin voilà. Et donc à l'époque, mon père, quand il a commencé le bio, il voulait pas se faire certifier parce que, aujourd'hui ça paraît marrant de le dire, mais en 2003, quand il a commencé le bio, dans les réunions de bio, il y avait quand même beaucoup de gens. Moi, quand il me raconte, il dit il y avait au début, il voulait pas passer en bio certifié parce que les mecs certifiés, c'était des cheveux longs qui fumaient des pétards en sandales, quoi. Et donc il a fait la démarche du bio il a fait la démarche du bio parce qu'il trouvait ça intéressant d'un point de vue technique. Et surtout, le bio, ça permettait en fait de sortir de la chimie et donc de sortir d'une certaine dépendance aux conseillers. En fait, quand mon père il explique sa démarche du bio, au début, en fait, ça le saoulait d'avoir quelqu'un qui venait au mois de mars et qui lui expliquait comment faire son vin. Et donc le bio au départ c'était surtout pour arrêter d'avoir ce gars-là chez lui. Arrêter d'avoir le calendrier des traitements et avoir plus imposé de liberté par quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Et donc c'est vraiment cette volonté d'avoir de la liberté et de l'autonomie. Et donc derrière, Brigitte et Gilbert Cluzel, qui sont donc les papas de Guillaume Cluzel, ont rencontré mon papa. Et là mon père, quand il a vu comment il travaillait, il a dit ok, si eux ils sont certifiés, je me dois d'être certifié. Donc on a été certifiés. Et derrière, voilà, on a réussi à s'entourer, je pense, de belles personnes pour nous accompagner dans notre philosophie, jusqu'à arriver, donc en 2011 à la biodynamie, qui, je pense, est plus que la continuité. En fait, c'est un petit peu la base du bio, dans le sens où, une fois qu'on comprend bien la biodynamie, il y a quand même cette volonté d'être un peu plus autonome, d'être un peu plus résilient. Et je pense que quand on fait du bio pour la qualité, c'est un petit peu ce qu'on cherche au départ, quoi. Vous êtes certifié Biodivin ? On est certifié Biodivin, ouais, c'est ça. Comment, si tu devais présenter la biodynamie là, telle que vous le faites ici là, comment tu ferais ça ? Vaste sujet. Ouais. Sans schéma. Ouais. Si on doit résumer la biodynamie, nous, ce qu'on pourrait dire, en fait, il faut comprendre la philosophie qui est derrière. Et donc, c'est un petit peu la philosophie du yin et du yang, dans le sens où la vision de la biodynamie au départ, c'est de dire, il y a des forces qu'on peut représenter pour que ce soit plus simple à comprendre, comme les forces végétales, ce qu'on appelle les forces éthériques, qui sont des forces de construction, qui ont tendance justement à construire. On peut imaginer une liane, elle a tendance à pousser, etc. Sauf que, en fait, si on laisse uniquement cette force-là, donc cette force entre guillemets végétale, on arrive à un moment où elle va s'étouffer d'elle-même. C'est un peu la théorie de Malthus et compagnie, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est cette théorie que s'il y a une croissance infinie, au bout d'un moment en fait on s'autodétruit par manque de ressources, quoi. Et donc il est nécessaire dans la nature et dans les écosystèmes d'avoir un équilibre avec, dans la biodynamie, ce qu'on appelle les forces astrales, mais qu'on pourrait appeler aussi les forces animales entre guillemets pour avoir une image, qui sont en fait des forces de destruction qui vont nous permettre en fait de mieux
enfin en tout cas de contrôler ou en tout cas de réguler justement ces forces de vie qui sont constructives, quoi. Et donc la biodynamie se base là-dessus. Après, chaque être vivant a justement un équilibre qui lui est propre, et ces interactions avec les uns et les autres en fait permettent d'avoir un écosystème équilibré. Et donc la vision de la biodynamie, c'est un petit peu ça, c'est nous derrière, on va mettre en place certains process, certaines préparations qui vont pousser les équilibres, ou en tout cas donner des informations pour aller plus vers une force ou plus l'autre dans certains moments clés. Voilà, typiquement la vigne, au moment de la fleur, on va plutôt donner des informations astrales, donc des forces de destruction, parce que justement la fleur, c'est un moment où la vigne a besoin de se concentrer sur sa reproduction, parce qu'elle comprend qu'elle est dans un endroit de stress. La vigne, si elle n'est pas stressée, globalement, elle ne fait pas de raisin et elle pousse, quoi. Si on ne la taille pas, la taille, par exemple, c'est typiquement une action qui est plutôt de ce type-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne définition de la biodynamie, mais en tout cas, c'est celle que la je tienne fais. en tout cas déjà, donc c'est super. Et puis ça n'avait jamais vraiment été présenté comme ça dans le podcast, donc c'est intéressant. Ça t'a marqué vraiment Marie-Thérèse Chapaz, là dont tu parlais tout à l'heure. Comment ça se fait qu'elle fait des vins aussi hors normes? Marie-Thérèse Chapaz, elle fait des vins hors normes. Déjà parce que je pense que c'est une personne hors norme de base par ses philosophies, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui est ultra sensible et plutôt sans concession, quoi. D'avoir bossé chez elle, pour moi, c'est un peu l'idée d'avoir bossé dans ce que j'entends, comme si on a bossé chez un chef étoilé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui sont durs, mais c'est des gens qui sont ultra exigeants, mais avant tout parce qu'ils sont exigeants avec eux-mêmes et avec les produits qu'ils veulent sortir, quoi. Et je pense qu'elle a cette capacité à prendre le risque de tout sacrifier pour que son produit convienne à ses clients, quoi. C'est quelqu'un qui travaille énormément pour ses clients, qui travaille énormément pour... voilà, elle fait pas du tout ses vins. Alors aujourd'hui, elle est médiatisée, elle est mise sur un piédestal, et heureusement, parce que elle le mérite, et elle fait énormément pour le vin suisse, qui sont des vins assez incroyables aussi. Mais elle n'a pas attendu d'être médiatisée pour faire toutes ces choses-là, quoi. Je pense qu'elle était autant exigeante avec les gens qui travaillaient avec elle dans les années 90 quand elle a commencé, quoi. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui fait sa force, quoi. Marie-Thérèse, c'était pendant tes 2 ans de pause? À moitié, en fait, donc Marie-Thérèse Chapaz, ça a été donc 2016 pendant mon stage Vitiono. Donc il y a un stage en vinification. Ce qui s'est passé, c'est que donc pourquoi je suis allé chez Marie-Thérèse Chapaz déjà au départ, parce que 2016, elle n'était pas autant connue que maintenant. En fait, je voulais pas être en France. L'idée au départ, c'est pour ça la vie, elle est assez géniale, et tout mon parcours jusqu'à ce que je m'installe, il est un peu fait de ça, de moments un peu de destin comme ça qui me font rencontrer des gens qui ont aidé, enfin qui ont infusé derrière nous la vie du domaine et qui nous ont beaucoup aidés. Mais en fait, au départ, j'ai rencontré Marie-Thérèse Chapaz parce que je voulais pas faire de stage en France, parce que je voulais pas être un fils d'eux. La base du truc, c'était ça. C'est moi, je voulais pas aller en stage chez quelqu'un que mes parents connaissaient, et je voulais pas être jugé comme un fils de vigneron, mais plutôt être pris comme quelqu'un qui y connaît rien, parce que à l'époque, moi, à 18 ans, en fait, j'avais l'impression de rien y connaître, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivé. À l'époque, j'ai rencontré justement, là, moi, ça a été justement beaucoup de trucs très marquants à cette époque-là, en 2016. Il y avait donc Camilla, Julien d'Abrijon, Pierre-Émile Humbrecht à l'époque qui travaillait aussi là-bas. Donc c'était vraiment on va dire en plus une année où il y avait beaucoup de gens, où ça turbinait beaucoup. Et là, moi, je m'y suis retrouvé à fond, quoi. C'était des vinifs hyper intellectuels où voilà, ça réfléchissait beaucoup, il n'y avait pas de protocole, on avait beaucoup de liberté. Et voilà, moi j'ai beaucoup adoré, enfin j'ai vraiment beaucoup adoré, ça se dit pas, mais j'ai vraiment adoré. Je devrais te faire une coupure là, c'est ça? Non, c'est bon, vas-y, continue. Donc j'ai vraiment adoré travailler là-bas. Moi pourtant à l'époque je faisais pas grand-chose, hein, mais voilà, c'était tout cet esprit-là. Et donc nous ça a bien matché avec Marie-Thérèse Chapaz aussi, parce que je pense que je me suis beaucoup reconnu dans ce qu'elle faisait, quoi, dans ce côté justement, comme j'expliquais, où finalement elle est toujours vraiment avec le cœur, elle est toujours là vraiment pour dire des choses, elle essaye de faire au mieux pour tout le monde. Et voilà, je pense que je me suis beaucoup reconnu là-dedans, que elle a probablement senti aussi que elle pouvait m'apporter beaucoup, et vu qu'elle est très généreuse, elle a pris énormément de temps pour moi, quoi. Donc voilà, c'était cool. Enfin, elle a pris du temps pour moi, mais aussi, je tiens à dire, parce qu'il faut le préciser, Julien d'Abrijon a pris aussi énormément de temps pour moi. Et voilà, c'est 2 personnes, moi, qui m'ont modelé, quoi, on va dire.
Alors par la suite, tu as continué Et tes par la expériences Voilà, par la dans suite, d'autres domaines. par la suite, du coup, 2017, donc je finis mon BTS. Je vinifie le millésime ici avec mon papa. Donc ça, c'était les premières expériences où justement on commençait un petit peu à essayer de s'apprivoiser. Et puis je retourne faire les vinifications chez Marie-Thérèse Chapa. Donc là, avec l'équipe qui était stagiaire avec moi et Camilla qui était chef de seconde de la chef de cave qui était devenue chef de cave. Donc là, c'était rigolo parce que du coup, je suis retourné travailler. L'équipe de stagiaires était devenue les patrons, quoi, un an après. Donc là, voilà, des vinifications qui ont été hyper enrichissantes parce que du coup, on avait beaucoup plus de liberté que ce qu'on avait eu en 2016. Et donc voilà. Et après 2017, je fais, on va dire, le yo-yo entre justement la Suisse où je me sentais hyper bien et où j'apprenais des choses et le domaine ici où on avait besoin de discuter, je pense, avec mon papa. Donc voilà, j'ai fait le yo-yo pendant un an. Et en parallèle, je préparais les concours d'école d'ingé agro. À l'époque, je voulais faire l'école d'ingé agro, donc je voulais faire Sup Agro ou Bordeaux Sciences Agro. Et au moment de passer les concours, je sais pas, là pareil, je me dis en fait non, je vais pas faire ça. Et du coup, sur un coup de tête, en une semaine, je suis parti aux États-Unis pour travailler. Donc j'ai eu mon visa ric-rac. Et donc je suis parti vinifier en 2018 aux États-Unis. Chez qui ? Donc c'était Landmarks Vineyard, donc Greg Stash, le chef de cave, donc une cave beaucoup plus grosse, mais pareil, donc là en Sonoma, donc au nord de San Francisco. Et là pour le coup, une super expérience aussi parce que quand j'étais en Suisse, justement, j'ai toujours fait un peu ce yo-yo. Et là, à ce moment-là, je me suis retrouvé vraiment tout seul dans un pays où je parlais bien anglais, mais où voilà, c'était tout en dollars, enfin c'était différent quoi. Là tu te retrouves j'avais 21 ans du coup, 2018, juste 21 ans et j'avais du coup la gestion, je gérais un laboratoire en fait pour Landmarks Vineyard. Et donc voilà, il y avait une dizaine de personnes en dessous, etc. Et c'est un autre délire. C'était complètement un autre délire, mais c'était ouais là mine de rien, je pense que je suis rentré un peu plus adulte que ce que j'étais. T'as passé moins de temps dans les vignes, non ? J'ai passé 0 temps dans les vignes aux États-Unis. J'ai fait uniquement du laboratoire, des analyses et du coup du conseil pour le domaine pour lequel je travaillais. Ouais. C'était un domaine qui achetait pas mal de raisins aussi ? Ouais, qui achetait 100% de ses raisins. Okay. En fait, c'était un domaine qui produisait des Syrah et du Merlot en Sonoma, mais qui produisait uniquement en termes de vin des Pinot Noirs et des Chardonnays. Donc qui vendait la totalité de ses raisins et qui derrière achetait du Chardonnay et du Pinot Noir sur toute la côte ouest des États-Unis, quoi. Ça c'est le genre de modèle qu'on connaît pas trop en France, et qui est assez courant aux États-Unis, avec beaucoup enfin beaucoup, en tout cas un certain nombre de marques de vin qui ne font qu'acheter des raisins un petit peu partout en Californie et qui ont une gamme de vins assez large. Exactement, et qui est un modèle aussi, qui est assez intéressant et surtout ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont une vision du vin qui est un petit peu différente dans la production, mais que moi, même si on produisait énormément de bouteilles, il y avait une vision hyper artisane quand même de la façon de faire, quoi. Moi, j'étais vachement surpris. J'y étais allé justement, moi, une des grandes leçons du parcours, du peu de parcours que j'ai pour l'instant, c'est quand même que d'une manière générale en France, on se la pète un peu et on prend un peu les gens de haut, et que voyager, c'est vachement bien parce que ça permet de se rendre compte que peu importe où on est dans le monde, les vignerons d'une manière générale, même si on n'a pas la même culture, ils essayent de faire du mieux possible, quoi. Et ça, c'est bien de le savoir. Qu'est-ce que tu veux dire par on se la pète ? Tu peux préciser un peu, s'il te plaît ? Non, mais dans le sens où moi, par exemple, j'ai quand même eu tendance, avant d'aller vraiment en Suisse et d'approfondir ce terroir-là, à penser que en France, on était un peu les champions du monde et qu'en gros, personne n'avait rien à nous apprendre. Et que, voilà, le vin, de toute façon, on n'a pas de raison de s'inquiéter de l'étranger. Il faut toujours pas s'inquiéter de l'étranger, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir conscience que parler avec n'importe quel vigneron du monde, en fait, ils font quand même globalement le même métier que nous, quoi. Qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de raison parce qu'on est français de se mettre sur un piédestal par rapport à n'importe quel autre vigneron du monde, quoi. Et puis il faut avoir conscience qu'on fait des vins bons, très bons et exceptionnels partout. Ouais, c'est ça. Ou justement, ce qui est important, nous, c'est Lise, donc ma copine qui est entre guillemets chef de culture ici. Elle a une phrase que j'aime trop. Elle dit toujours
derrière chaque bouteille de vin, parce que des fois j'avais tendance, maintenant moins, heureusement elle m'a aidé, j'avais tendance à critiquer un petit peu des fois des vins, et elle dit toujours, derrière chaque bouteille de vin se cache un vigneron ou une vigneronne qui sourit. Et je trouve que cette phrase elle est trop belle, ça veut dire que justement il faut pas oublier que, et ça vaut aussi justement quand on va déguster un vin d'une cave coopérative, derrière ces vins là, des fois il y a des gens qui vont critiquer ces vins là et qui sont très durs, il y a vraiment des gens quand ils vont parler d'un vin qui peuvent être très durs avec la façon dont c'est produit. Il faut pas oublier que derrière, il y a des familles qui ont travaillé, il y a des gens qui ont fait ce produit, quoi. Et ça, moi, je trouve cette phrase géniale pour ça, dans le sens où, très bien, mais oublie pas que derrière, il y a des gens. Et ça, dans le vin, je pense que c'est une notion où en France, des fois, quand on parle des vins étrangers, on oublie un petit peu que derrière, il y a des familles qui se donnent du mal, qui partent de plus loin que nous, notamment, on va parler du Nouveau Monde. Dans le Nouveau Monde, ils partent de beaucoup plus loin que nous pour mettre en avant leur terroir. Mais derrière, dans chaque région du monde, il y a des gens qui prennent du temps et qui donnent énormément d'amour à des terroirs pour que ça devienne vraiment des lieux et donner des vins de lieu, quoi. Et ça, il y en a dans le monde entier et il faut respecter, je pense, peu importe même les manières de produire, il faut respecter que, voilà, c'est des histoires d'humains dans tous les cas, quoi. Voilà. Est-ce que tu as quand même fini par faire un stage en France ? Ou avoir une expérience française dehors de la petite galée. J'ai eu des expériences en France, mais un petit peu plus rapides. J'ai fait des stages en viticulture chez Julien Guillot et chez Adrien Berlioz en Savoie. Et après, j'ai fait justement une toute petite vinification chez Charles Lachaud, chez le domaine Arnoux Lachaud. Mais là, pour le coup, c'était plus en viti, etc. Et voilà. Et typiquement, Charles Lachaud, c'est pour moi un très grand vigneron qui réfléchit comme un vigneron étranger. Et je trouve que ça fait du bien à la Bourgogne. Pourquoi il réfléchit comme un vigneron étranger ? Parce que justement, je pense que c'est quelqu'un qui a été capable de mettre de côté un petit peu toutes les traditions pour créer des lieux qui lui ressemblent. Et mine de rien, ça c'est encore une fois, c'est notre vision du terroir ici, mais des fois, j'ai l'impression que en France, on s'enferme dans une notion de terroir qui est quasiment une notion de terroir agronomique pour quasiment, et ça c'est aussi le jeu des AOC qui font ça parce qu'on crée des marques sur nos terroirs, mais pour enlever complètement l'humain et les savoir-faire, et enfin, d'une certaine façon, on fait plus des vins de terroir que des vins de lieu. Et moi, j'aime bien la notion de vin de lieu parce que dans le lieu, il y a une certaine vision humaine de la chose, il y a une certaine vision de continuité. Par exemple, c'est pour ça que moi ici, le Clos de la Petite Galée, j'estime que c'est un lieu, parce que justement, derrière ce lieu-là, il y a eu des choix qui ont été faits par mes parents, mes grands-parents, etc., et qu'on continue ces choses-là, sans être bloqué dans le passé, mais au contraire, parce que c'est quelque chose, on va dire, d'organique. Un lieu, c'est quelque chose qui vit, qui évolue avec son temps. Et je pense que d'un point de vue purement des vins et du travail agronomique qu'il fait, le domaine Arnoux Lachaud aujourd'hui a fait un vrai choix de personnalité et un vrai choix de lieu et de continuer de le faire vivre, quoi. Il n'a pas du tout figé son domaine. Encore une fois, c'est un domaine, vu les terroirs qu'il a, il aurait pu ne rien faire et très bien vivre. Et il a fait le choix justement de rendre ces terroirs qui, je pense, tombaient un petit peu dans une certaine facilité de la tradition, de les re-rendre organiques et de les re-rendre, de réessayer des choses, de les refaire vivre, quoi. T'as des exemples concrets ? Alors attends, en fait, j'ai beaucoup de questions là. Ouais, quand je parle, c'est le bordel. Non, mais c'est super justement, et j'ai beaucoup de questions, donc j'essaie de les prendre dans l'ordre. On va reparler d'Arnoux Lachaud après. Je voudrais qu'on essaie de voir des exemples concrets là, de ce que tu dis, de ce qui fait vivre. Moi, je connais pas bien le domaine, voilà, mais avant, quelle différence tu fais entre lieu et terroir ? Bah, justement, en théorie, il devrait pas y en avoir. Dans la définition d'un terroir, normalement, c'est justement un climat qui lui aussi bouge, finalement, d'un millésime à l'autre et aussi d'une époque à l'autre. On est en train de le voir bien en ce moment. C'est, on va dire, un sol et sa topographie, qui, ça, est quelque chose qui, pour le coup, est plutôt très stable à l'échelle humaine, en tout cas. Et derrière, c'est des humains. Et justement, c'est là où globalement, je trouve que dans la notion de terroir aujourd'hui, quand on parle de terroir, on a quand même une grande tendance à parler d'un terroir uniquement sur les aspects climat et sol. Ouais. Et on oublie la notion humaine, alors que typiquement, la Bourgogne sans le pinot noir serait pas la Bourgogne, mais le pinot noir sans l'homme ne serait pas le pinot noir.
Et en fait, c'est toutes ces choses-là qu'il faut, je pense, qui font aussi le lieu, quoi. Qui font ces choix, qui font pourquoi ces densités, pourquoi ces types de tailles. Ça, c'est avant tout des choses humaines et c'est des choses qui sont organiques, quoi. C'est des choses qui devraient évoluer. Voilà. Alors chez Arnoux Lachaud, justement là, Ouais. moi j'ai un exemple en tête parce que c'est le seul que je connais, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Je pense aux échalas qu'il a à Vaune-Romanée. Donc les échalas, on en voit beaucoup un peu au sud d'ici, quoi, notamment en côte rôtie. C'est-à-dire qu'il conduit ses vignes sur des piquets, pour faire simple, et pas le long de fil en rang comme on peut le voir habituellement. Il y a toujours des rangs, mais en fait il y a un piquet en bois par pied. Et donc il a mis ça en place à Vaune-Romanée. Ouais. Ce qui est pas du tout effectivement la tradition. Alors je sais pas si c'est lui qui a commencé, mais il y en a d'autres qui font des essais comme ça. Il y en a d'autres qui le font aussi, mais justement, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Pour le coup, c'est assez marrant parce que je pense que justement, Charles Lachaud, quand il est arrivé au domaine, moi je connais pas très bien Charles, mais je connais un petit peu le domaine parce que je l'ai suivi beaucoup parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Il a quand même fait des choix qui sont super forts sur plein de points. L'arrêt du labour, par exemple, c'est des choses qui en Bourgogne à l'époque se faisaient pas beaucoup. Aujourd'hui, les vignes sont plus du tout travaillées, c'est des enherbements permanents, spontanés, qui va écraser quasiment même au pied dans certaines vignes. Sur certains grands crus, il a décidé d'augmenter encore les densités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a des vignes qui sont à 16 000 pieds hectares, c'est de la folie complète. Il a fait des choix. Par exemple, il a décidé aussi, maintenant il a tout repassé sur des tailles en gobelets, donc des gobelets éventail à 3 coursons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va viser des rendements, quand il n'y a pas de catastrophe, de problèmes climatiques, il va travailler sur des rendements à 15 hecto-hectares. C'est son but, c'est son idéal. Enfin, c'est des choix qui sont super forts. C'est des choix qui sont forts, mais qui sont aussi soutenus par alors je sais pas s'il le met de rigueur, et qui sont soutenus par un modèle économique qui va avec. Évidemment, il faut pouvoir valoriser les vins derrière. Évidemment, et ça c'est évident. C'est pour ça que je mets un petit peu de côté l'aspect économique, etc. Parce que, en fait, justement, typiquement, si on parle du domaine Arnoux Lachaud, ça fait partie des domaines où on parle énormément de l'économie, parce que l'économie a beaucoup bougé sur son domaine récemment, alors qu'on parle jamais des choix qu'il a fait. Et je trouve que, pour le coup, c'est un domaine qui a fait énormément de choix, qui a pris énormément de risques, et d'une certaine façon, il a augmenté son prix autant que d'autres qui n'ont pas pris ces risques-là, quoi. Et voilà, après, évidemment, le contexte économique permet de faire tous ces choix-là. Oui, c'était pas. Enfin, mon but, c'était pas de critiquer. Non, je veux dire, mon but, c'était pas de critiquer d'une manière ou d'une autre l'augmentation de prix. Effectivement, quand on parle de la Bourgogne en ce moment, c'est un sujet qui vient vite sur la table. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu peux faire des choix comme ça parce que tu as une valorisation des vins derrière. Par exemple, je vais prendre une autre région. Il y a une effervescence, le jeu de mots est mal choisi, mais en Champagne en ce moment, avec des vignerons indépendants et des vigneronnes indépendantes qui font beaucoup de choses qui, à mon avis, remuent un petit peu la tradition régionale. Tout ça, c'est aussi possible parce que les vins sont bien valorisés et donc la prise de risque, elle est un petit peu moindre, et tant mieux pour eux. Et c'est ça que je voulais souligner. Il me semble que c'est aussi parce que chez Arnoux Lachaud, ils arrivent à valoriser bien les vins, que tout ça s'est rendu possible. Toi, par exemple, c'est pas être désobligeant, je pense, de dire que ces choix-là, tu aurais du mal à les faire vu le prix auquel tu vends les vins. Oui et non, en fait. Nous, il y a une grosse partie des choix quand même qui ont été faits dans ce style-là quand même. Après, c'est évident que dans des régions comme les nôtres, en tout cas pour l'instant, on a besoin de quand même faire attention au niveau économique. Et je dirais que ce qui se passe, c'est plutôt une notion de temps. C'est-à-dire que nous, on va beaucoup moins vite parce qu'on a une inertie au niveau économique qui est différente. Par exemple, le domaine, on est en train de prolonger les temps d'élevage. C'est sûr que nous, sur des domaines avec des valorisations comme ça, c'est difficile de faire 48 mois d'élevage la première année. Mais après, non, je pense que aujourd'hui, il y a quand même... La notion de prix, c'est toujours quelque chose qui est assez subjectif. Aujourd'hui, moi, par exemple, nous, les prix, ils ont énormément évolué depuis que mon papa a repris le domaine et les gens ont suivi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, justement, le message qu'il faut envoyer, c'est pas de dire qu'on peut se permettre de faire très bon et très bien et de prendre des risques quand on a de l'argent.
Je pense que c'est des choses qui se mesurent et évidemment on le fait pas dans les mêmes tempos quand on a un peu moins de moyens. Mais après derrière, quand on fait le travail, globalement les gens ils suivent quoi. Ouais, et je pensais aussi au rendement notamment. Quand tu parlais de dire je fais 15 hectares, il faut que tu puisses valoriser derrière pour assurer la pérennité économique du domaine. Ouais. Toi, et juste pour donner un ordre de grandeur, vous les prix, aujourd'hui la cuvée haut de gamme, elle est à 22 euros c'est ça. caveau. Nous aujourd'hui nos bouteilles, et encore une fois, c'est pas des vins qui sont non plus donnés, hein, mais nous voilà, aujourd'hui nos vins en cave, c'est sûr qu'ils sont retrouvés à... en tout cas notre cœur de gamme, ce qui nous représente le plus, nos cuvées entre guillemets emblématiques du terroir ici, c'est plutôt autour des 20 euros la bouteille, un peu moins de 20 euros la bouteille en cave. Ouais. Mais après, oui, on a des choix qui sont différents. Aujourd'hui, moi, j'ai encore 100% de mes vignes que je peux traiter au tracteur. Enfin voilà, ça va. Ça va. Bon, parlons un peu de votre production là, et puis de l'appellation, ou en tout cas de la région, parce que vous faites aussi des vins de France. Oui. Donc dans l'appellation, on l'a dit un petit peu au début, il y a du Gamay, du Chardonnay, de la Ligotée. Pourquoi la Ligotée, il se plaît bien ici là? Nous, la Ligotée, c'est un cépage pour le coup qu'on adore sur le domaine, qui correspond super bien au terroir de la Petite Galée ici. Nous ici, on a tendance à vinifier la Ligotée. Quand on pense à la Ligotée, on pense quasiment à des Marsannes, dans le sens où la Ligotée, ici, sur le terroir de la Petite Galée, là, on le ramasse quasiment 10 jours après nos chardonnays. C'est-à-dire que c'est des cépages qu'on va ramasser vraiment très, 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 très mûrs. Donc ici, nous, sur le domaine, on bosse qu'avec des massales, mais on avait des vieilles vignes d'aligotés. Nos aligotés, c'est quasiment que des aligotés dorés, des aligotés levrotés. C'est des aligotés qui sont, je pense, un peu plus amples, un peu plus puissants des fois que les aligotés verts. Et surtout, nous, ce qu'on va chercher dans l'aligoté, c'est pas forcément sa structure acide, ça va plutôt être, au contraire, sa structure tannique et sa structure amère. Et où, en fait, quand on va chercher des grosses maturités sur les aligotés, en tout cas sur des terroirs comme les nôtres, qui sont plutôt des terroirs, on va dire, chauds, puissants, en fait, on va vraiment choper une structure par la mémoire tannique du vin, quoi. Comme on peut retrouver sur des marsannes, sur des terroirs un peu plus au sud, quoi. Et donc ouais, non, la Ligotée, c'est un super cépage, et surtout c'est un cépage qui monte très peu en alcool, quoi. C'est-à-dire que la Ligotée, il a une espèce de plafond de verre où quand il arrive à 13, il dit c'est bon les gars, j'arrête, quoi, je mûris plus là. Enfin, je mûris, mais j'arrête de faire du sucre parce que j'ai plus de place, quoi. Donc c'est vachement chouette pour des terroirs comme les nôtres, ouais. Les deux autres cépages, donc Gamay et Chardonnay, historiquement, comment ça se fait que ce sont ces cépages-là qui prédominent, alors que, comme on l'a dit, on est plutôt au début du vignoble de la vallée du Rhône. On a la côte rôtie qui est pas très loin, et là, on rentre tout de suite dans le royaume de la Syrah. Ouais. En fait, ici, il faut se replacer au niveau géographique, quoi. Globalement, donc, le domaine, nous, on est à 15 km au sud de Lyon. Donc, en fait, on est vraiment à la confluence entre le Rhône, qui vient du coup du sud, quand on remontait le Rhône, du Rhône qui vient de la Suisse et de la Savoie, et du coup de la Saône qui vient du Beaujolais et de la Bourgogne. Et donc nous, historiquement, sur le domaine, avant le phylloxéra, enfin pas sur le domaine, enfin sur le domaine si, mais sur le village, les cépages qui étaient dominants, c'était la Syrah, le Gamay et la Mondeuse. C'est-à-dire que traditionnellement, ici, on a vraiment un peu cette culture de confluence entre ces trois grandes régions viticoles et ces trois grandes régions de cépages, où pour le coup, c'est marrant parce que pour le coup, on change complètement aussi de famille de cépages. C'est-à-dire que génétiquement, la Syrah et le Gamay n'ont rien à voir, quoi. Et nous, on travaillait les deux sur le terroir historiquement. Mais la Syrah et la Mondeuse ont un lien, non ? La Syrah et la Mondeuse ont un lien. Il y a un lien de parenté, ouais. Ouais, la Mondeuse blanche. Ouais, du coup voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Nous ici on est vraiment au sud de l'appellation Coteaux-du-Lyonnais, donc on est vraiment aux portes d'entrée de la vallée du Rhône, mais le nord de l'appellation il est vraiment collé au Beaujolais, hein. Par exemple le domaine Rostin-Taillard qui est sur le nord volcanique de l'appellation a aussi des Beaujolais dans sa gamme, hein. Donc voilà. Et si je ne m'abuse, ton grand-père il a participé à la création de l'appellation Coteaux-du-Lyonnais dans les années 80-84. C'est ça. Pourquoi ce choix a été fait vers le Gamay et pourquoi est-ce que la Syrah n'en fait pas partie ? Globalement, ce qui se dit quand on en parle avec mon grand-père, bon déjà c'est le Gamay, c'était la chose la plus plantée qu'il y a eu après le phylloxéra.
je pense que ça correspondait aussi à nos marchés de l'époque où on a eu on avait des vins qui étaient beaucoup plus populaires. Et malheureusement, le Gamay avait un peu cette image populaire, même si je pense vraiment que c'est pas un cépage qui peut faire que des vins populaires, c'est plutôt un cépage qui peut faire tout. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est que le Gamay, c'était un cépage qui a été énormément replanté par les paysans. Et sur le village, en tout cas de Miry, le Gamay était vraiment planté par les familles de paysans. Et le peu de serines qu'il y avait sur le village, c'était plutôt les familles aristocratiques, quoi. Serine, c'est l'autre nom de la Syrah. Ouais, voilà, mais Ouais. c'est une Syrah un peu particulière de la vallée du Rhône Nord, quoi, vraiment. Donc voilà. Donc c'était un petit peu comme ça. Et après, sur l'appellation, d'une manière plus générale, quand on regarde une carte de l'appellation, en fait, le choix du Gamay et du Chardonnay et de la Ligotée est un peu logique, parce qu'en fait, quand on est à Miry, ça paraît bizarre, parce qu'on est vraiment sur on va dire la capitale du socle Rhône de l'appellation Coteaux-du-Lyonnais. Mais l'appellation Coteaux-du-Lyonnais, elle finit aussi 20 km au nord de Lyon. Et 20 km au nord de Lyon, on n'est plus du tout sur des climats méditerranéens. Ici, on est sur des climats continentaux à influence méditerranéenne. Au nord, c'est déjà des climats beaucoup plus froids, et surtout il y a 40 ans, faire pousser de la Syrah, nous ici, même encore aujourd'hui, alors que ça s'est réchauffé et que c'est plus facile, encore aujourd'hui, il y a certains millésimes qui sont compliqués sur des cépages comme la Syrah. Ouais. Est-ce que le Chardonnay, du coup, il se plaît un peu mieux dans le nord que dans la partie sud de l'appellation? En tout cas, il fait des profils différents. C'est ce qui est très intéressant en fait dans cette appellation. Et on est peu de metteurs en marché. Aujourd'hui, on installe beaucoup de jeunes. En tout cas, on essaye d'installer beaucoup de jeunes. Donc, on est de plus en plus nombreux à faire ces choses-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que en fait, il y a pas il y a tellement de diversité au niveau des terroirs sur ce nom d'appellation, qui est en fait une appellation qui regroupe quasiment une région viticole. C'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu en tout début d'interview. Mais l'appellation Coteaux-du-Lyonnais, c'est une AOC. Mais en fait, plus concrètement, c'est quasiment une région viticole avec, au sein même de l'AOC, des terroirs tellement différents qui font des vins très différents. Le nord de l'appellation, vraiment en bord de Saône, on est sur des argilo-calcaires. Donc là, tout de suite, quand on connaît la Bourgogne, on se dit ah ouais, voilà, ça c'est des terroirs à Chardonnay. Après, voilà, on a toute une partie de granit où voilà, les Chardonnays font plus des Chardonnays du type du Beaujolais qui ont aussi plein de qualités, mais qui sont du coup un peu plus larges, un peu plus gourmands, un peu moins tendus. Voilà, le nord volcanique va faire des choses un peu plus austères, et nous ici sur la partie sud-rhodanienne de l'appellation, évidemment qu'on va faire des chardonnays tout en amplitude, où des fois on a l'impression de boire des roussanes. C'est évident que nos profils de vin sont un peu comme ça, quoi. Alors tu dis que vous n'êtes pas beaucoup de metteurs en marché. On a parlé au début du fait que l'appellation elle a une renommée limitée pour le moment. C'est quoi la stratégie pour faire émerger le nom des Coteaux du Lyonnais et faire grimper cette réputation justement? Alors là, avec les copains jeunes de l'appellation, on est en plein dedans. Donc si vous revenez dans un an, je pense qu'on pourra être un peu plus précis. Là l'appellation, on est en train de refaire toute notre stratégie justement avec un gros volet porté sur comment vendre du vin, notamment pour les jeunes de l'appellation. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, quand on parlait des réputations, on n'a pas abordé ça tout à l'heure, mais un des points importants de l'appellation à savoir, c'est quand même que historiquement, les domaines vendaient 100% en direct. Nous ici, jusqu'au début des années 2000, quand mon père a décidé de faire de la bouteille et de rentrer un peu plus sur des tables gastronomiques, on vendait 100% au caveau. Et aujourd'hui encore, nous, on est encore sur un modèle hybride, où on est encore sur un modèle traditionnel, où 70% des ventes sont faites ici en direct à des particuliers. Donc il y a aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de renommée, mais on se rend compte aujourd'hui qu'en installant des jeunes, la vente directe, elle est longue à mettre en place. Et donc on est en train de réfléchir à comment justement faire en sorte que cette appellation soit un peu plus porteuse, et surtout comment faire en sorte que les jeunes puissent poser leurs vins sur les plus grandes tables de France. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est assez bizarre dans l'appellation, c'est que quand on regarde d'un point de vue assez honnête ce qui se fait sur les différents domaines de l'appellation, en fait le travail en production il est fait, quoi. C'est-à-dire que l'appellation elle est quasiment aujourd'hui sur les metteurs en marché à 80-90% en bio. Tout le monde tend vers de la biodynamie, tout le monde tend vers une réduction des intrants et plus de terroir dans les vins. Donc le travail, globalement, il n'y a pas besoin de le mener, en tout cas de faire une bataille pour qu'on
tendre vers ça. Mais par contre, pour l'instant, on a du mal justement à trouver on va dire nos comment on appelle ça, nos prescripteurs et des gens qui nous défendent. Mais c'est en train d'arriver, évidemment, c'est en train d'arriver avec des jeunes vignerons qui font un travail de fou. Je parlais du domaine Rose-Saint-Aillard, on peut parler du domaine de Prapin, on peut parler du domaine des Grabottes, on peut parler du domaine d'If, enfin voilà. Ils sont plusieurs jeunes comme ça à venir sur la scène parisienne. Sur la scène lyonnaise, on essaye d'y aller. La scène lyonnaise est parfois plus compliquée que la scène parisienne parce que, on va dire, je pense que la vallée du Rhône et le Beaujolais Il y a une grosse empreinte du Beaujolais. Ouais. a tellement envie de dire que Lyon c'est nous que ça fait partie des choses très rigolotes de notre appellation. Il y a tellement de grosses régions viticoles qui veulent dire que le vin de Lyon, parce que Lyon c'est un gros bassin de vie quand même, c'est eux, que finalement c'est très difficile aujourd'hui de faire comprendre aux gens que le vrai vin de Lyon c'est les Coteaux du Lyonnais. Oui, vous êtes les seuls à avoir le nom dans le nom de l'appellation. Et puis surtout, on est les seuls à habiter à 15 minutes de Lyon. Donc c'est très drôle. Donc si les gens m'écoutent, sachez que le vrai vin de Lyon, c'est les Coteaux du Lyonnais. Vous avez aussi d'autres cépages rhodaniens Ouais. dans votre gamme, notamment en blanc. Ouais, en gros, nous, le domaine ici, on s'est positionné, en fait, et globalement, tout le village de Miry est un peu positionné comme ça, sur une espèce de chose hybride, où donc on a une partie du domaine qui est très ancrée dans les Coteaux du Lyonnais et qui fait vraiment des vins de Miry, des Coteaux du Lyonnais assez typiques, sur ces côtés assez puissants, assez racés, assez épicés. Et après, on a aussi du coup un deuxième pied, parce que dans la vallée du Rhône, et voilà, donc ça c'est des choses qui ont été réimplantées sur le domaine au début des années 2000, à peu près au même moment où on devenait propriétaire, en 2004 et 2005, où on a planté justement des syrahs et du vionnier, pour justement avoir on va dire une face un peu rhodanienne quoi, du domaine. Donc le domaine aujourd'hui il a entre guillemets un peu deux gammes et deux histoires, une histoire vraiment lyonnaise et Coteaux du Lyonnais et une histoire un peu plus rhodanienne. Ouais. Et vous avez une cuvée. Alors il y a deux cuvées dont je voudrais parler en particulier, savoir un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Il y a le Clos 1800. Non. La cuvée 1896. Ouais, 1896, Ouais. voilà, ouais. Ouais. Qui est la cuvée haut de gamme, on va dire. Ouais, ça fait partie. Surtout en avec tout cas. des vieilles vignes, c'est Voilà. ça ouais. En fait, donc la cuvée 1896, c'est une toute petite cuvée, mais ça c'est un parcellaire qui vient donc du terroir de Rochipel, donc c'est une des rares vignes qui est pas dans le clos de la Petite Galée qu'on possède. Et ça c'est une vigne qui appartenait donc à ma grand-mère paternelle. Et ça c'est des vignes qui ont été plantées en 1896, donc il y a 7-8 générations et qu'on continue de travailler aujourd'hui encore. Les vignes sont toujours en forme. Les vignes, justement, on parlait des 15 hecto-hectares, les vignes sont un peu dans cet esprit-là. Ça commence à fatiguer. Ça commence à fatiguer. Après, c'est des vignes, nous, qui sont hyper importantes, justement, quand on parlait de lieux, et c'est pour ça que, quand on parlait de lieux, et nous, quand on parle de macro-terroir, typiquement, cette vigne-là, qui est finalement à 1,5 km du clos de la Petite Galée, elle a une influence qui est hyper importante sur les vignes qui sont là. Parce que c'est ces vignes-là qui sont de la famille, qui ont été sélectionnées du coup par la famille il y a maintenant 200 ans, qui nous resservent aujourd'hui dans nos sélections massales privées, quoi. Donc c'est pour ça que dans le fil conducteur du terroir, en fait, il faut jamais oublier la notion humaine et la notion de lieu. Et pour revenir sur la notion de lieu, un truc que je trouve super intéressant, c'est par exemple la notion de terroir et de lieu qu'on peut avoir dans la vallée du Rhône, typiquement chez les Gonons. Moi, ça, c'est une notion de lieu qui m'inspire beaucoup, parce qu'en fait, plus vin de lieu qu'un Saint-Joseph rouge de chez Gonon, c'est difficile à trouver, où il y a vraiment une typicité, on sait où on est, quoi. On sent le terroir, on sent les coteaux, etc. Et pourtant, c'est plein de parcelles assemblées, c'est 2 villages assemblés, mais c'est des lieux qui ont tellement une empreinte de la famille, qui ont tellement été travaillés dans un esprit, qu'aujourd'hui, en fait, ils s'assemblent, ils se rassemblent. Et nous, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup aujourd'hui au domaine, avec cette vision micro-terroir dans la vinification et dans la compréhension. C'est-à-dire que c'est hyper important de comprendre chaque personnalité, entre guillemets, de chaque parcelle. Mais derrière, à la fin, le vrai vin de terroir, c'est le vin de lieu et c'est le vin de tout le monde. Et c'est le vin de comment tu arrives à mettre tout le monde en harmonie, parce que le lien entre tout ça, c'est la famille. Et ça, c'est super chouette. Dernier vin dont je voulais parler, qui ne doit pas être facile à vendre ces derniers temps, c'est votre vin doux. Ouais.
Alors, il n'y en a pas beaucoup des vins doux dans la vallée du Rhône, ni dans le Beaujolais, enfin en tout cas dans toute cette zone-là. Le seul qui est peut-être un petit peu connu, mais qui est produit en quantité infinitésimale, c'est le vin de paille de l'Ermitage, peut-être. Pourquoi est-ce que vous faites un vin doux ici? Ça vient d'où? Ça, c'est un peu particulier. C'est pas des choses qu'on revendique énormément, on va dire. Mais en fait, l'histoire derrière ça, et c'est ce qui est hyper intéressant quand on regarde l'histoire de ma famille et l'histoire de ce domaine, c'est en fait, il faut pas oublier qu'il y a 20 ans, 100% des vins étaient vendus en direct. Et donc, il y a 20 ans, il y avait cette cuvée que mon père faisait sur des chardonnays en vendange tardive, et qui est une cuvée, en fait, entre guillemets, un peu classique du domaine, et qui est surtout destinée encore aujourd'hui à une vente directe. On y vend très peu chez les professionnels, on y vend un petit peu comme des spiritueux, des fois, chez certains beaux restaurants, quoi. Mais voilà, et aujourd'hui, donc c'est Viognier Pinot Gris, parce qu'on a un petit peu de Pinot Gris qui ont été plantés il y a 25 ans ou 20 ans pour faire justement cette cuvée de liquoreux. Mais c'est pas forcément une très grande spécialité du domaine. Mais c'est un héritage un petit peu de, historiquement, notre vente en direct qui demandait à l'époque justement on va dire, créer des spécialités, quoi. Un petit peu, créer des nouvelles cuvées tout le temps. Et voilà, il faut savoir qu'il y a 25 ans, on était des producteurs à moitié cavistes, quoi. Les gens venaient acheter le vin, on avait à peu près les vins qui plaisaient à tout le monde, quoi. Aujourd'hui, la vision qu'on a du lieu avec donc Lise et mon papa, elle est peut-être probablement un peu plus recentrée sur des notions de terroir, sur des notions de déspécialiser un petit peu. Aujourd'hui, on en a un peu moins maintenant, mais on avait jusqu'à 18-19 cuvées. Et pas que des terroirs, un peu des trucs de cépage, etc. Donc aujourd'hui, on a tendance à réduire et même à se concentrer dans l'idéal pour tendre vers une mono cuvée, quoi, du domaine. Ouais. T'as parlé du Pinot Gris, là ça peut paraître très original pour certains auditeurs et certaines auditrices. Il y a quand même dans la partie côte-roannaise notamment, qui est finalement pas si loin que ça d'ici, c'est un cépage qui est un petit peu plus commun, qu'on peut retrouver, et il y a des gens comme le domaine des Potiers par exemple qui font des Pinot Gris très, très sympa à boire, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un mot un peu plus précis sur Lise, s'il te plaît? Malheureusement, elle n'est pas avec nous aujourd'hui pour l'interview, mais tu as déjà mentionné son nom plusieurs fois. Ouais. Elle prend une part importante au domaine. Vous êtes en train de vous installer tous les deux, si je comprends bien ce que tu nous expliques. Voilà. Et c'est elle qui s'occupe plutôt de la partie Viti. Lise, du coup, c'est ma copine. On travaille ensemble en fait depuis maintenant presque 2 ans sur le domaine, mais on est ensemble que depuis 1 an. C'est ça en fait la subtilité du truc. D'accord, je comprends mieux. C'est ça la subtilité du truc. En fait, Lise, c'est drôle. Au départ, c'est un gros coup de cœur de mon papa. En fait, elle est venue travailler au domaine en 2022 en stage. Elle faisait donc Lise, elle a fait un master. Elle a fait le master Vigne-Vin Terroir de l'IUVV, enfin de Dijon. Et donc elle est venue en stage ici, elle avait travaillé justement avant chez Guillaume Cluzel depuis ses 16 ans. Elle n'est pas du tout issue du milieu. Et ses parents sont photographes, vraiment pas du tout le profil au départ pour faire du vin. Et donc elle est travaillée chez Guillaume Cluzel à 16 ans. Et puis elle a apprécié en fait justement ce côté un petit peu artisanal du vin, ce côté là-dessus on est très proche, justement, ce côté où tu peux dire des choses aux gens à travers tes vins. Et donc à 18 ans, elle hésitait et elle a dit je vais essayer, quoi. Je vais faire un BTS Viti Eno pour voir, alors que tout le monde lui disait de faire des prépas et compagnie, quoi, classique. Donc elle est partie faire un BTS Viti Eno à Beaune et derrière elle a continué ses études, bref. Et donc quand elle arrivait en master, derrière elle arrivait au domaine et en fait ça a super matché avec mon papa, quoi. Moi je finissais mes études à ce moment-là, donc on s'est pas croisés à ce moment-là. Et en fait, voilà, c'est donc le projet de Lise au départ. Elle est arrivée sur le domaine parce que donc elle est viennoise et elle avait pour projet de planter des vignes autour de sa maison de famille où elle a quelques hectares autour sur Vienne en fait, mais sur le côté pas Rhône, sur le côté exposé Sessuel et ainsi de suite. Alors du coup voilà, mais ça fait pas partie de l'appellation Sessuel. C'est un lieu-dit qui s'appelle les Tupinières, qui est en fait sur Vienne même, mais sur le haut de Vienne et exposé en direction de Grenoble, quoi. Exposé plein est, bref. Et donc le projet au départ, mon papa en fait avait voulu l'embaucher à l'époque pour que elle puisse venir se former
Et puis voilà, potentiellement monter son domaine après 4-5 ans chez nous. Sauf qu'entre-temps, on s'est rencontrés et en fait, on a tellement la même vision de la vie que ça a assez matché. Et donc maintenant, voilà, elle est investie dans le domaine et voilà, elle est super importante aujourd'hui. Justement, je pense qu'avec mon papa, on a beaucoup travaillé tous les deux en binôme pour s'apprivoiser et comprendre nos visions. Et aujourd'hui, Lise, elle amène aussi une autre sensibilité, une autre vision du domaine. Et voilà, un côté un petit peu, moi j'apprécie beaucoup justement, elle a beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance dans ses raisonnements. Et ça nous fait beaucoup progresser, donc c'est assez chouette. Voilà, pour parler de Lise. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au domaine tous les deux là, dans les 5 ou 10 prochaines années ? En fait, il y a plusieurs choses. Globalement, déjà, c'est pas tous les deux, parce que mon papa, il est encore là pendant un moment, et c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de construire, je pense, à 3, voire à 4, si mon grand-père, il est chaud de rester encore longtemps. Parce qu'à 80 ans, il baisse un peu le pied, mais voilà. Et même plus que 4 d'ailleurs, parce que là, quand on parle toujours du vin, on parle des gens qui travaillent directement sur le domaine, mais c'est important de comprendre que dans un domaine familial, moi, mon petit frère, là, quand justement on parlait qu'il y a un télétravail derrière, il passe énormément de temps aussi au domaine à nous aider, à nous donner des idées. Ma sœur, c'est pareil, elle nous aide beaucoup. Ma maman, et je le remercie, elle passe énormément de temps bénévolement aussi sur le domaine. Donc, et puis il y a les équipes aussi. Et il y a évidemment voilà toutes nos équipes. Donc c'est un projet qui est beaucoup plus global que simplement tous les deux ou tous les 3 si on inclut mon père dedans. Mais voilà, mais globalement les projets déjà, ça va être de continuer à faire ce qu'on fait, ce qui est pas forcément facile parce que, enfin, moi je le dis avec justement beaucoup d'humilité, ça. Il va falloir qu'on soit capable avec Lise de faire aussi bien que quand il y a mon papa, parce qu'une année comme l'année dernière, s'il n'y a pas mon papa, on fait pas de vin. Donc il y a déjà tout ça qui il faut qu'on apprenne aussi, parce que nous on a des cursus scolaires importants. Mais lui, il a l'expérience et le savoir-faire. Voilà, et il sait ne pas perdre de récolte, il sait faire toutes ces choses-là. Et nous, aujourd'hui, on a encore besoin d'un peu de temps pour maîtriser un peu tous ces outils-là, quoi. Donc on va déjà réussir à maîtriser ce qu'on a. Dans les objectifs à court terme, je pense que réussir à installer des jeunes, ça serait bien. Réussir à ce qu'on ait des copains qui aient envie de sur bosser, l'appellation, tu veux dire ? Sur l'appellation, ouais. Sur le village, voilà. Réussir à installer des gens qui ont un peu la même vision que nous, sur qui on peut échanger techniquement, ça serait génial. Et après, d'un point de vue purement technique, je pense que l'idée qu'on a un petit peu, c'est Lise de quand même monter son domaine un jour sur Vienne. Mais ça sera vraiment quelque chose qui lui appartiendra, donc on va pas trop développer, mais c'est peut-être pas forcément sur du vin, mais en tout cas avec l'idée, justement, quand je parlais des lieux tout à l'heure, de créer un lieu un peu plus loin, donc sur Vienne, qui a une importance aussi pour elle d'un point de vue familial, d'un point de vue ressenti, et que ça soit en tout cas un lieu qui puisse être en relation avec celui-ci et qui puisse avoir des échanges un peu positifs mutuels entre les deux lieux. Donc on sait pas encore là, donc la maman de Lise est en train de faire des formations d'herboriste. Lise veut faire aussi ces formations-là, donc peut-être que ça sera un peu notre garde-manger pour nos. Enfin voilà, il y a beaucoup de projets comme ça. Mais voilà, dans l'immédiat, déjà maîtriser ce qu'on fait, ça serait bien. Ça serait bien. Voilà. Dernière question traditionnelle. Ouais. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais ? Je suis très heureux et très optimiste. Merci Pierre. Je t'en prie. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai été impressionné par cette conversation avec Pierre. J'ai trouvé posé, serein, avec des réflexions intelligentes. Pierre, ne change rien, il me semble que tu es sur de très bons rails. Vivement les prochains millésimes. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Je suis ravi d'avoir réalisé cet épisode pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Au montage et au mixage, c'était Emmanuel Nappé. Emmanuel Doré s'est occupé du générique original et le logo a été réalisé par Léna Mazilu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!